Bienvenue à la série d'apprentissage virtuel du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Je voudrais vous encourager toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, partagez vos commentaires en utilisant le bouton questions et réponses Q&A dans la langue de votre choix. Vous pourriez voter pour les questions que vous voudriez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air Thumbs up. Il s'agit du premier événement de la série Apprenez à connaître votre équipe, au cours de laquelle nous allons explorer les moyens de mobiliser les individus et de créer des équipes plus fortes et plus saines à l'aide d'une variété d'outils. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par le réseau Flex GC qui partagera ses outils les plus populaires et expliquera comment vous pouvez les utiliser pour améliorer le travail d'équipe, la satisfaction au travail et la productivité. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Cynthia, qui sera notre modératrice pour la journée. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Cynthia. Alors, je serai votre modératrice aujourd'hui. Et avant de commencer, je me présente. Alors, vous avez un peu de moi sur l'écran devant vous. Alors, je travaille comme spécialiste au service aux citoyens et j'adore donner des conférences et parler en public. Avant de commencer, nous avons quelques questions au sondage. Alors, c'est un sondage rapide. Vous n'êtes pas obligé de les compléter, mais ça nous fera plaisir de vous lire vos questions. Alors, vous pouvez utiliser ce sondage qui est devant vous, les compléter et on va lire les réponses plus tard. Et sans plus tarder, parce que je ne veux pas voler la vedette à notre invité, j'ai le plaisir de vous nommer à M. Paul Keller, notre spécialiste aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, je vous encouragerais peut-être à répondre aux questions. Ensuite, là, on va l'enlever. On voit les résultats ici. Alors, la question qui était, votre équipe dispose-t-elle d'une charte d'équipe? 9% qui ont dit que oui, 64% qui ont dit non et 27% qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Alors, tant mieux, dans le sens que je vais vous en parler aujourd'hui. Vous allez pouvoir partir avec cette nouvelle information-là. Deuxième question, on avait, connaissez-vous les produits proposés par FlexGC? Personne ne les connaît. On en a 64% qui n'ont jamais entendu parler de ça auparavant et 36% qui ne sont pas sûrs. Alors, aujourd'hui, vous allez en connaître un, surtout. Et la troisième question, êtes-vous à l'aise pour exprimer des problèmes concernant la dynamique d'équipe avec votre équipe? Oui, 55% qui sont à l'aise, alors tant mieux. On a 45% que c'est un peu plus difficile et 0% qui sont complètement terrifiés. Alors, ça, je pense que c'est positif aussi. Alors, juste pour vous présenter un petit peu qui je suis. Je suis un analyste de politique au Secrétariat national des conseils fédéraux régionaux. En fait, les conseils fédéraux régionaux, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, mais chaque région fédérale en a un qui est formé par les plus hauts fonctionnaires qui opèrent dans cette région précise-là. Alors, il y a 6 conseils fédéraux régionaux au Canada. Et moi, je suis présentement sur le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, aussi connu sous le nom de Québec. Je suis un membre de FlexGC depuis avril 2020. Présentement, je suis le co-dirigeant avec ma collègue Natacha Côté-Cannes. Initialement, j'ai commencé ma carrière à l'Agence du revenu du Canada. Alors, on peut poursuivre avec la prochaine diapositive. Donc, qui nous sommes? FlexGC ou FlexGC, vu qu'on est dans un événement en français, nous sommes un réseau informel de fonctionnaires travaillant dans l'ensemble du gouvernement du Canada. Nous croyons que l'avenir du travail est flexible. Nos objectifs sont de soutenir les fonctionnaires du gouvernement du Canada. C'est ce qu'on fait depuis très peu après le début de la pandémie, en fait, avril 2020, le réseau. Initialement, on parlait d'une initiative à l'École de la fonction publique du Canada.
mais l'école a finalement cédé l'image de marque pour que ce soit vraiment un réseau informel. Notre autre objectif, deuxième, amplifier les bonnes pratiques. Alors, tout ce qui se fait de bon dans le gouvernement du Canada, ça nous fait plaisir de le partager très ouvertement. On fait de la recherche. Alors, 2 sondages annuels qu'on a menés à date avec 3500 répondants pour tenter d'informer tout ce qui est avenir du travail. Informer aussi les besoins pour qu'on puisse développer des produits en fonction de ces besoins-là. Et finalement, on développe des partenariats, alors notamment avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, mais aussi avec la Communauté nationale des gestionnaires et divers groupes d'équité, de diversité et d'inclusion. Alors, on peut poursuivre avec la prochaine diapositive. Pour commencer, on voulait vous partager, en fait, que vous puissiez prendre connaissance de l'existence de ça, les 13 facteurs de la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. C'est en fait des facteurs qui ont été établis par la Commission de la santé mentale du Canada. Donc, super intéressant comme contenu. Bref, avant de débuter, et on va rentrer là-dedans un petit peu plus profondément tout à l'heure. Avant de débuter tout exercice de création de charte d'équipe, on doit avoir un environnement sécure, psychologiquement sécure, faute de quoi ça va être difficile de mener des conversations difficiles là, qui finalement prennent en compte des insatisfactions ou des problèmes de dynamique d'équipe qui peuvent exister. Alors, très important qu'on puisse avoir un environnement psychologiquement sécure. Mais bref, de ces 13 facteurs-là, il y en a beaucoup d'entre eux duquel, en fait, on peut mettre des éléments dans les chartes d'équipe. Alors, juste des exemples comme ça, je dirais que la plupart peuvent finir par se trouver dans une charte d'équipe, mais reconnaissance et récompense, par exemple. Quels sont les mécanismes de reconnaissance et de récompense, numéro 7, là, dans un contexte d'équipe. Ça, c'est intéressant d'établir ça là, collectivement. Quoi d'autre qu'on pourrait discuter? La croissance et le perfectionnement. Alors, créer de l'espace. Des fois, on est surchargé par le travail et puis on ne laisse pas la place aux croissances et au perfectionnement. Alors, c'est aussi un élément qui peut figurer dans une charte d'équipe. Alors, je ne vais pas les passer au complet, mais je vous encourage fortement à aller explorer ces 13 facteurs-là et prendre connaissance de qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils mangent en hiver, comme on dit en bon français, pour que vous puissiez ramener ça dans vos équipes puis les adresser pour être sûr qu'ils soient tous présents. Donc, pour finalement là, avoir un environnement et une culture saine. Poursuivons avec la prochaine diapositive. Alors, on parle maintenant d'un nouveau modèle hybride. Comme vous savez tous, directive qui est sortie en décembre dernier, qui fait en sorte qu'on doit se présenter au bureau là, quelques fois par semaine. Mais évidemment, pour que ces présentations au bureau-là soient bénéfiques, on doit être intentionnel. Et donc, le titre de la diapositive ici, de trouver des buts et générer des expériences positives, donc qui est primordial finalement pour que ces présences au bureau-là soient bénéfiques. Et je vous lis en fait la petite description. Donc, on dit dans un modèle de travail hybride, on doit utiliser le bureau comme un outil et être intentionnel et empathique dans nos approches pour assurer des expériences positives et une saine gestion du changement. Alors, juste pour vous en dire un petit peu plus là-dessus, dans un modèle de travail hybride où les employés travaillent à la fois à distance et au bureau, c'est essentiel de considérer le bureau comme un outil et non seulement comme un espace physique. Donc, quand on parle d'intentionnalité, on veut souligner l'importance de prendre en compte des facteurs tels que la collaboration, les liens sociaux, la prestation de services, bien entendu, les exigences de projet dans certaines circonstances et d'autres circonstances personnelles qu'on doit tous prendre en compte.
Donc, en naviguant dans cette transition, c'est aussi super important de faire preuve d'empathie envers nos collègues et leurs circonstances et leurs besoins uniques. En étant attentif aux expériences et les diverses préférences de nos membres d'équipe, on peut garantir une transition plus fluide, favoriser un sentiment d'inclusion. En abordant cette transition avec empathie, on peut créer un environnement de soutien où chacun se sent valorisé et inclus, peu importe son lieu de travail. Alors qu'on adopte un modèle de travail hybride, rappelons-nous, quand on adopte, c'est-à-dire rappelons-nous que c'est un parcours d'apprentissage et d'ajustement pour tous. Donc, nous devrions être ouverts à la rétroaction et à l'amélioration continue en affinant nos approches pour garantir une transition positive et réussir pour nos organisations et leurs employés. On peut poursuivre avec la prochaine diapositive. C'est-à-dire, non, attention, excusez-moi, j'ai été trop vite. On a 2 outils là-dedans qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, des outils pour aider avec l'empathie et l'intentionnalité. On a un outil qui a été développé par le Lab du CFQ, donc le Conseil fédéral du Québec, l'outil Qui je suis, qui est en fait un genre de manuel d'utilisation individuel. Alors, c'est un document qu'on crée qui va établir finalement toutes nos préférences et différentes informations à propos des individus à l'intérieur d'une équipe. Alors, on va dire les éléments qui sont possibles d'ajouter dans quelques minutes. Et aussi la trousse de charte d'équipe de ForexGC, qui est en fait notre produit vedette, je dirais. Donc, qui aide finalement à l'établissement et la création d'une trousse de charte d'équipe pour qu'on puisse créer de la cohésion, puis finalement mieux travailler ensemble. Alors, poursuivons avec la prochaine diapositive. On va parler des avantages d'un manuel d'utilisateur. Alors, premièrement, manuel d'utilisateur, bon, juste vous montrer un petit peu, vous voyez la façon que c'est monté. Alors, on a différentes sections dans ce manuel-là. On va parler de l'environnement physique dans lequel on aime travailler. Alors, que ce soit à la maison ou au bureau, qu'est-ce qu'on aime comme environnement physique? Parfois, des gens vont travailler avec des écouteurs, ça peut rentrer là-dedans. Mais bref, être clair sur qu'est-ce qu'on aime comme emplacement. Ensuite, on peut parler des meilleurs moyens de se rejoindre ou de nous rejoindre. Alors, est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par Microsoft Teams? Est-ce que c'est par courriel? Donc, ça va être des choses qu'on va indiquer là-dedans. On va parler de son horaire aussi, son horaire type habituellement. Ça se pourrait que ça varie. Alors, on peut marquer cette information-là à l'intérieur du manuel aussi. On va parler de ses valeurs. Donc, chacun qui a un système de valeurs qui leur est propre. Et bon, les chartes d'équipe vont plus adresser les valeurs de l'équipe en son entier, mais prendre connaissance des valeurs individuelles, il peut y avoir une plus-value à ça. On peut parler de ses défis. Donc, moi, je ne m'en cache pas. Je suis neuroatypique. J'ai un déficit d'attention, TDAH. Donc, évidemment, moi, mes défis, des fois, c'est de m'organiser. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est que des fois, quand j'ai des coéquipiers qui sont organisés, qui me disent quoi faire, j'aime vraiment ça. Fait que je vais mettre ça dans mes défis. Cynthia? Oui, on commence à avoir des questions. Je ne sais pas si tu as le goût de répondre tout de suite. C'est sûr. OK, parfait. J'ai une question avant, alors désolée, j'ai pris beaucoup de temps avant de les poser. Alors, une question, je comprends que FlexiGC s'est vraiment mobilisé lorsque la pandémie a commencé. Est-ce que FlexiGC a remarqué au cours des dernières années? Qu'est-ce que l'outil a remarqué au cours des 2 dernières années, finalement? Oui. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Bien évidemment, quand on a commencé à travailler à la maison, c'était très inconfortable. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les gens et les équipes ont trouvé des moyens créatifs pour finalement créer de la cohésion d'équipe, trouver des moyens de communiquer, trouver des moyens de tirer parti de la technologie pour mieux performer.
Ce qu'on a remarqué aussi, il y a la question d'hyperconnectivité qui en est sortie. Des gens, justement, le fait qu'on soit à la maison, les limites entre le travail et la vie personnelle étaient floues, beaucoup. Ce qui a amené, en fait, je ne dis pas que tout le monde a passé ce parcours-là de la même façon, mais je pense que collectivement, on a pris conscience de ces choses-là et on a mis une emphase additionnelle sur prendre soin de soi. Donc, de vraiment être intentionnel à fermer ses appareils en fin de journée. Moi, personnellement, j'ai une couple de trucs là, que j'ai établis pour ça. Vite comme ça, sur mon téléphone cellulaire, toutes les applications relatives au bureau, comme exemple LinkedIn, Twitter, parce que moi, je me sers surtout de Twitter pour tout ce qui est gouvernement du Canada. Là. Sinon, je suis sur Facebook sur une base personnelle. Mais ces applis-là, mon courriel de travail, j'ai tout mis ça dans une fenêtre vraiment cachée sur la 3e page de mon appareil. Fait que comme ça, puis j'ai géré mes notifications aussi. Fait que comme ça, quand je suis sur mon temps, plus personnel, je n'ai pas d'affaire à ça. T'sais. Fait que trouver des moyens créatifs là, de s'enlever de l'hyperconnectivité. Et voilà, c'est ça. Je pense que Tina en a parlé dans la session avant. Je pense qu'on collectivement aussi, on a peut-être eu un petit changement de valeur aussi. Là. On met plus d'importance sur justement le temps de qualité à l'extérieur du travail. Puis on a trouvé le moyen de concilier travail-famille un petit peu mieux, peut-être qu'auparavant. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond très bien, surtout au niveau de la santé. Tu parlais de la santé mentale et physique. Quand simplement on prend ses pauses au bureau, c'est presque automatique, on prend ses pauses, mais pas à la maison. Et c'est vraiment un changement de valeur. Merci. Il y a une autre question, surtout au niveau, avant de parler, tu parlais des avantages del manuel d'utilisateur, mais avant de parler de ça, parlez-nous un peu comment ça s'adresse à moi, ce manuel. Comment est-ce que je peux l'approprier? Donc, le manuel d'utilisateur en tant que tel? Oui. Ce qu'on recommande, c'est qu'on puisse amener ce produit-là dans son équipe. Alors, idéalement, dépendamment de son rôle, se présenter à notre superviseur, notre gestionnaire, dire « Hey, moi, je pense que ça serait vraiment intéressant que chaque membre de l'équipe complète ce manuel d'utilisateur-là pour qu'on puisse mieux apprendre à se connaître. » Puis on peut même en faire une activité de team building en quelque sorte, là, où chacun fait ça individuellement. Puis après ça, on les prend tous et on les met dans un endroit à la même place, tout le monde. Donc, ça peut être soit un fichier partagé ou encore, on peut prendre les images de tous ces manuels-là puis les mettre sur un tableau blanc interactif en ligne. Et donc, en gardant le lien à proximité, ça fait en sorte que je ne me rappelle pas, Jean, comment est-ce qu'il aimait ça communiquer, lui? Alors, on va aller voir son manuel. Puis, on va voir que lui, il aime mieux qu'on s'appelle au téléphone. Ça ne lui dérange pas qu'on l'appelle sur le champ. Il n'y a pas besoin de savoir qu'on va l'appeler d'avance. Et donc, ça nous donne un petit peu d'informations. Puis évidemment, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître nos gens, on a de moins en moins besoin de consulter. Mais pendant qu'on fait cet exercice-là, puis que tout le monde prend connaissance, là, on peut définitivement apprendre à se connaître mieux les uns les autres. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je vais poursuivre. Je t'ai rendu dans mes défis de TDAH et comment les gens organisés peuvent m'aider beaucoup. On va aussi parler de comment j'aime recevoir de la rétroaction. Ça, je pourrais peut-être parler un petit peu de ça, les langages d'appréciation. C'est pas tout le monde qui aime recevoir la rétroaction et la reconnaissance de la même façon.
Alors, c'est ici qu'on peut indiquer nos préférences par rapport à ça. Il y en a qui n'aiment pas du tout se faire reconnaître publiquement. C'est l'endroit où on peut le mettre. Et donc, on peut informer nos collègues par rapport à ça. Les choses que j'aime, là, on peut sortir un petit peu du travail aussi. Donc, ça peut faire en sorte qu'on peut créer des liens avec des gens si jamais on a des intérêts communs. Et du moins, ça peut informer les gens de son équipe sur nos différents champs d'intérêt. Si on sait que Paul aime ça, faire de la photo, ben peut-être que dans un projet d'équipe quelconque de nature plus sociale, ben peut-être que Paul va être en mesure de nous fournir une belle photo pour l'occasion. Donc, c'est juste un exemple. Et ensuite, les autres choses à savoir sur moi. Donc, 2 cases là, où vous pouvez indiquer beaucoup de choses. Les autres choses à savoir sur moi peuvent être justement, je vous parlais tout à l'heure des filles de TDAH, mais on peut mettre que j'aime ça faire fumer du pâté chinois. Oui, ça se fait. Fumer du pâté chinois, là, ça goûte vraiment, vraiment bon. Puis sauce à spaghetti fumée, ça aussi, ça se fait, puis ça goûte vraiment, vraiment bon, surtout quand c'est fait avec du bois d'érable. Alors, c'est le genre de choses qu'on peut mettre. Puis encore là, c'est dans le but de créer des liens puis apprendre à mieux se connaître. Donc, oui, vas-y, Cynthia. Oui, le chat est très productif et j'ai 2 questions. Une question vraiment élaborée. Vous dites qu'avant de se plonger dans des charts d'équipe, il est important d'assurer que les 13 facteurs pour traiter de la santé mentale soient bien atteints dans notre équipe. Si ce n'est pas le cas, quelles sont les solutions? Est-ce que le processus d'établissement d'une charte peut aider à atteindre les satisfactions dans ces différents facteurs? Donc, les 13 facteurs, évidemment, dans un contexte d'équipe, ça se pourrait qu'il y en ait qui soient moins présents que d'autres. Puis ça fait simplement nous dire qu'on doit mettre de l'emphase là-dessus ou prendre des moyens pour que ce facteur-là en particulier soit amélioré. Mais ce n'est pas tout à fait ça que je disais au début. Ce que je disais, c'est qu'on doit être certain d'avoir un espace sécure dans le cadre de l'équipe. Donc, les gens doivent se sentir à l'aise de pouvoir manifester leur réel désir, leur réelle insatisfaction. Donc, du moment où on se ramasse dans un contexte de développement de charte d'équipe et que les gens se retiennent de dire les vraies choses à cause d'un environnement qui n'est pas sécuritaire psychologiquement, c'est là où l'exercice n'aura pas l'impact qu'il devrait avoir. Et donc, si c'est le cas, bon, d'ailleurs, on peut poursuivre. On va aller à la prochaine diapositive, puis on va commencer à regarder vraiment la question de charte d'équipe. Donc, dans la création d'une charte d'équipe, on suggère souvent à ce que quelqu'un prenne le rôle de facilitateur, d'animateur, bref, un genre de chargé de projet. Qui finalement va être celui qui mène un petit peu l'activité. Et dans les documents qu'on partage, il y a une diapositive qui l'indique ça. Est-ce que c'est sécuritairement sécure, oui ou non? Comment est-ce qu'on fait pour l'établir? Ça peut être un sondage anonyme. Si on constate que la réponse est non, pour certaines personnes, alors il faut faire nos devoirs, puis on a mis des ressources pour ce faire. À l'intérieur de notre document, puis on pourra le regarder dans quelques minutes là, après que je sois passé à travers les avantages d'une charte d'équipe. Alors, avantage d'une charte, on définit des attentes claires. Donc, on définit des attentes claires de l'équipe en définissant le but, les objectifs, les rôles, les responsabilités de l'équipe. On peut améliorer la collaboration, donc en précisant comment les membres de l'équipe doivent travailler ensemble, communiquer, partager des informations. On favorise la cohésion. Donc, ça définit les valeurs de l'équipe, sa vision partagée, ses objectifs, puis ça peut encourager un sentiment d'unité et de solidarité parmi les membres de l'équipe. Par la suite, on améliore la responsabilisation, donc accountability.
Donc, en définissant là, clairement les rôles, les responsabilités, les attentes de chacun, ça aide les membres de l'équipe à comprendre ce qui est attendu d'eux. Puis ça les rend responsables de leur engagement. On encourage aussi la rétroaction. Je parlais tout à l'heure de rétroaction, de reconnaissance et tout ça, mais bref, ça peut créer là, un espace sûr ou sécuritaire où les membres de l'équipe peuvent donner leur avis, faire des suggestions, des critiques constructives. Donc, super important de dire les vraies choses pendant l'activité. On peut favoriser aussi un sentiment de communauté en mettant l'accent sur les valeurs, les normes, les objectifs communs. Réduit la confusion et les conflits. Si les choses sont claires d'avance, à ce moment-là, on se ramasse un peu moins souvent dans des situations problématiques. Et finalement, on fournit un point de référence pour les décisions et les résolutions de conflits. Donc, on peut finalement, là, point de référence, excusez-moi, on définit les principes puis les processus pour résoudre les conflits dans le cadre de cette charte-là. Alors, on va poursuivre avec la prochaine diapositive. Puis là, voilà. Donc, ici, là, on n'a pas fait ça tout à fait comme de cette manière-là à la dernière session, mais j'aimerais ça, là, à cause de la question qu'on a reçue, je vais partager mon écran tout de suite. Alors, il restait une diapositive par la suite, mais ce n'est pas grave, là, on va y aller plus verbalement. Je partage mon écran, d'accord? Ce ne sera pas bien long. Et attendez 2 petites secondes. On va y aller comme ça. Est-ce que je partage la bonne chose? Est-ce que vous voyez ça ici? Le concept board. Cynthia, tu pourrais peut-être me le confirmer. Sinon, les documents de charte, est-ce que vous voyez tout ça? Je vois juste un écran blanc. Il a comme une... OK, bon, je me suis trompé alors. Ce ne sera pas bien long. On va réessayer. Partage d'écran. OK, c'est beau. Tout à l'heure, je n'avais pas les options que j'avais besoin. OK. J'ai des petites questions sur la charte en telle, mais Oui. je vais te les poser. Probablement, tu vas répondre, mais sinon, je vais te le dire tout de suite. À quelle fréquence mon équipe devra-t-il réviser notre charte? Et aussi, est-ce que si une personne n'est pas gestionnaire et juste un membre de l'équipe, il peut diriger cette activité ou animer cette activité? Oui, donc en fait, pour répondre aux 2 questions, la première question par rapport au délai, je dirais qu'aux 3 mois, aux 3 à 6 mois, mais surtout après l'élaboration de la charte la première fois, je recommande de le faire après 3 mois parce qu'il y a peut-être des choses qu'on aurait établies en équipe qui fonctionnent moins bien. Alors, c'est important de les adresser. Puis je dis aux 3 mois, je veux dire, si on veut changer un élément en particulier à l'intérieur de ce 3 mois-là, il n'y a aucun souci à le faire. Mais effectivement, là, on doit le faire de façon périodique. Que ce soit un gestionnaire qui prenne ça en charge, c'est une possibilité, gestionnaire, chef d'équipe. Toutefois, c'est important que tous les membres de l'équipe soient inclus dans l'établissement de la charte. Donc, j'ai parlé là à la session précédente, une chef d'équipe avec qui je parlais de ça, les chartes d'équipe, puis elle a dit ben oui, je devrais établir notre charte d'équipe. Puis la façon qu'elle disait, c'était elle qui allait l'établir, puis qu'elle allait le partager avec tout le monde. Mais ce n'est pas ça. L'établissement d'une charte d'équipe, c'est une activité collective. Et c'est super important que cette activité-là soit collective pour s'assurer que les gens, finalement, cautionnent les informations qui sont dedans, soient à l'aise avec ça, parce que, bon, c'est certain que d'arriver avec une solution pré-mâchée, ça ne prend pas nécessairement en compte les réalités de tous les membres de l'équipe. Alors, super important là, que tout le monde soit inclus. Et donc, des fois, c'est une bonne idée d'avoir 1 ou 2 personnes qui sont en charge de ça. Puis, j'irais même jusqu'à dire que quand on est dans un rôle de supervision,
ben, parfois, on a peut-être un petit peu moins la capacité d'attaquer ces choses-là juste au niveau de la gestion du temps. Alors, des fois, de déléguer le projet à quelqu'un peut être bénéfique pour tout le monde. Voilà, ça rentre en plus dans les expériences personnelles de ces gens-là qui ont mené ça. Puis, si ça se trouve, vont devenir des experts pour ensuite procéder au même exercice dans d'autres équipes dans l'organisation. Alors, juste pour retourner tout à l'heure, on parlait des espaces sécuritaires. Alors, oh, this file doesn't have a preview we can show you. OK, ça, c'est un peu plate. Bon. Alors, attendez 2 secondes, je vais voir si je suis capable de faire quelque chose. Du moins, je vais le télécharger, je vais aller le voir. Ah, ben voilà, solution. OK, alors, je vais juste venir ici. Donc, on parle ici, environnement, votre équipe est-il propice à des conversations psychologiquement sûres? Alors, on doit envisager de poser cette question-là aux membres de l'équipe de façon anonyme, donc avec un outil de sondage quelconque. Si ce n'est pas le cas, ben voilà, un animateur neutre qui est externe à l'équipe peut être une bonne solution. Sinon, il y a aussi là, des ressources qui sont disponibles là, du Centre d'expertise en santé mentale. Donc, eux, là, pour justement réussir à avoir un environnement psychologiquement sûr, là, on pourrait faire recours à certaines de leurs ressources à eux. Alors, ça serait peut-être ça la solution. Sinon, de prendre quelqu'un de neutre tel qu'on a indiqué dans le document. Alors, juste pour faire le tour un petit peu de la trousse. Alors, on parlait tout à l'heure qu'on a quelqu'un qui a pris en charge le projet. On a un courriel, un exemple de courriel d'invitation aux participants, donc qui va comprendre là, les différents éléments que les gens doivent aborder, dont l'exercice d'autoréflexion. Chaque personne qui participe doit absolument procéder à une autoréflexion, puis c'est super important. J'ai mené des activités de développement de charte d'équipe à plusieurs reprises et les meilleurs résultats sont quand du temps a été donné à l'avance pour pouvoir mener ces exercices d'autoréflexion-là. Donc, c'est un petit peu le manuel d'utilisateur qu'on a regardé tout à l'heure. C'est un petit peu la même chose dans le sens qu'on va réfléchir individuellement à nos préférences et à qui on est. Et par la suite, on va réfléchir par rapport à qui on est dans le contexte de l'équipe, à quoi on aimerait que ça ressemble. Alors, en prenant en compte les différences individuelles, mais aussi en prenant en compte qu'on doit s'établir des normes d'équipe qui sont à échelle un petit peu plus grande. Alors, c'est toutes des choses auxquelles on doit réfléchir d'avance pour que quand on arrive à l'activité qui dure 1 heure, qu'on aille du jus pour nos discussions, pour être sûr qu'on adresse les points les plus importants pendant la discussion. Le gabarit qui je suis, qu'on a regardé tout à l'heure, donc vous allez pouvoir, il y a 5 modèles différents de couleurs, puis des instructions aussi pour tout mettre ça dans un tableau blanc interactif, donc tous les membres de l'équipe. Puis d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ce qui peut être super intéressant, c'est quand un nouveau membre de l'équipe arrive. Donc, si on a mené cet exercice-là auparavant, tous les membres de l'équipe ont leur guide d'utilisation. Bien, alors, par la suite, un nouveau membre arrive, on lui demande de remplir son guide d'utilisation. On peut l'utiliser pour présenter aux autres membres de l'équipe qui sont déjà présents. Puis, cette personne-là peut aussi aller voir les guides de tout le monde puis apprendre à connaître ces gens. Donc, ça devient un outil d'intégration super intéressant à utiliser. Ensuite, on a carrément le gabarit de charte d'équipe. Ça, je vais vous montrer dans quelques instants de quoi ça a l'air. On a le gabarit de tableau blanc que je vais aussi vous montrer, puis le guide, lui, qui sert vraiment là, de référence là, pour la personne là, qui mène l'activité, qui peut être partagé avec les autres aussi s'ils veulent en être informés, mais c'est vraiment pour la personne qui mène le projet surtout. Alors, si on s'en va ici,
dans le concept board et je lancerai peut-être aux gens de la production de peut-être partager le lien avec les participants dans le chat pour qu'ils puissent y accéder eux-mêmes et regarder. Un tableau blanc comme ça devient super intéressant comme outil pour le brainstorming de façon générale, mais pour cette activité-là plus particulièrement. Alors, ce qu'on fournit dans le kit, c'est vraiment ça ici, là. Cette partie-là, donc où on va avoir différentes sections, dont les valeurs fondamentales. Je recommande de regarder les 13 facteurs qu'on regardait en début de rencontre. Puis je pense qu'il y en a certains qui peuvent définitivement venir dans les valeurs fondamentales d'une équipe. On peut créer là, un énoncé de mission pour une équipe qu'on va mettre ici. Et par la suite, on a 6 sections qu'on remplit. Donc, la façon qu'on utilise ce genre d'outil-là, si personne l'a déjà fait, c'est qu'on va typiquement prendre des post-it en bon français, puis on va aller apposer des post-it et finalement entrer nos idées. Donc, je l'ai fait tout à l'heure dans l'anglais, cette section-ci. Donc, les réunions vont être en personne lorsque possible. Alors, ça peut aller ici. Comme un quand travaillerons-nous, c'est-à-dire comment et quand allons-nous nous rencontrer. Donc, c'est le genre d'éléments qu'on peut ajouter. On peut dire rencontre en personne. Puis ça, c'est une personne du groupe qui va avoir mis ça ou encore la personne qui est en train de mener l'activité, si on veut, là, va mettre cette idée-là et en discutant avec les autres, on établit est-ce qu'on est d'accord avec ça, que les rencontres soient en personne, donc les jours qu'on est au bureau, ou est-ce qu'on va avoir un 15 minutes par semaine pour un check-in, si on veut? Est-ce que, excuse-moi Cynthia, oui, vas-y. Oui, j'ai des questions en fait. Une très bonne question. S'il y a quelqu'un qui est absent, tu l'as mentionné tantôt, s'il est nouveau, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un qui est absent ces journées-là, qui ont fait ce travail d'équipe? Si quelqu'un est absent ou ne veut pas participer? Oui, aussi. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que rendu là, tu sais, on y va avec ce qu'on a. Si on a plusieurs participants, on fait notre mieux. Mais en bout de ligne, c'est pourquoi si tu ne veux pas participer. Tu sais, c'est-tu parce qu'il y a des craintes? C'est-tu parce qu'il est carrément, il ne se sent pas sécure? Tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Fait qu'essayer d'explorer ça un petit peu, à savoir pourquoi la personne ne veut pas participer. Si la personne est juste plate, ben, tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'on peut se faire pour ça, malheureusement, là. Donc, rendu là, tu sais, l'équipe, on va faire de notre mieux pour créer une charte. Puis après ça, à la limite, une fois que la charte est créée, on envoie à la dite personne, puis on lui demande, tu sais, des points là-dedans que tu aimerais nous... Tu sais, on essaie de les inclure du mieux qu'on peut, puis rendu là, on fait de notre mieux, finalement. S'il y a quelqu'un qui est absent encore là, l'activité, quand elle est menée, je vais retourner là, à mon tableau blanc ici. Là. On va avoir des informations partout dans le tableau, mais sachez que ça, ce n'est pas le produit final. Ça, en fait, c'est une piste pour finalement rédiger nos énoncés finaux. Puis là, juste pour que vous sachiez, parce que là, je ne m'étais pas rendu là, en dessous ici, là, pour chaque section, on a des questions qu'on doit se poser collectivement. Donc, par exemple, dans la section « Comment et quand travaillerons-nous », on peut se poser la question « Quelles sont les tâches et les activités qui doivent être synchrones ?» donc, où nous sommes engagés en même temps et quelles sont celles qui peuvent être asynchrones, qui peuvent être effectuées par les membres de l'équipe à des moments différents. Alors, c'est une question qu'on va se servir pour aller remplir comment et quand travaillerons-nous. Fait que chaque section a sa liste de questions qu'on répond. Et par la suite, une fois qu'on a passé à travers la discussion pour toutes les sections, on va avoir un tableau ici bien rempli avec beaucoup d'idées. On va avoir mené des discussions ensemble. Et donc, après ça, à l'aide de ce tableau-là, la personne qui est en charge,
que je mentionne depuis le début, là, la personne qui mène un peu le projet va ensuite prendre ça, exporter l'information et aller l'insérer ici sous forme d'énoncé qui va finalement servir comme notre charte finale. Et donc, ça, une fois qu'on a pris tous les énoncés du tableau, ce document-là, qui est un document Word, on peut le partager avec l'équipe et aller, à la limite, encore plus haute, là, si les gens sont à l'aise avec ça, on prend le document Word, on le met sur le nuage et on demande aux gens d'aller émettre des commentaires puis des suggestions de correction ou de révision. Et donc, on se ramasse finalement avec un produit qui a été travaillé collaborativement et on a finalement une solution gagnante à la fin qui doit être revisitée périodiquement en quelques mois, comme je vous mentionnais. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Cynthia, j'ai d'autres questions. En fait, oui. c'est le fun parce que j'avais la même question que je viens d'avoir apparaître. Combien de temps ça prend? Tantôt, tu avais dit 1 heure, mais il me semble que probablement ça évolue dans le temps. Ça se peut que la première fois, c'est un peu long, mais parce que moi, je pense avant de l'idée, parce qu'il me semble excellent, nécessaire et très opportun, de vendre l'idée à mon gestionnaire, mais ils vont venir avec l'idée du temps. Combien de temps est-ce qu'il faut investir? Et aussi, j'avais une autre question, je vais juste poser les 2 questions. L'autre question, c'est aussi la mienne. C'est que, est-ce que tu conseilles faire ça dans une équipe qui y a des problèmes, une équipe qui est, les 13 facteurs ne sont pas à point? Est-ce que ça va être un passement, ça va être quelque chose qui va guérir l'équipe selon toi, selon ton expérience? Ben, OK. Fait que là, pour répondre à ta première question, depuis le début, parce que ça, c'est la deuxième version de notre kit, on se fait effectivement toujours dire combien de temps ça prend. Puis là, nous autres, on proposait initialement une activité de 2 heures. C'est trop long. Hein? On veut mettre ça en 1 heure. Puis après ça, il y a la question d'autoréflexion auparavant. Ah ouais, mais ça, on pourrait le faire sur le champ pendant l'activité. Non, c'est pas ça qui génère les résultats. Puis moi, ce que j'aime répondre à ça, là, c'est à quel prix est-ce qu'on est prêt à payer pour continuer dans une dynamique problématique, improductive? T'sais? Ça aussi, ça a un prix. Et donc, il faut comme réaliser que oui, ça prend du temps, mais c'est un investissement. Puis, en bout de ligne, là, tout le monde s'en sort gagnant de ça. Ça stimule l'engagement, ça crée de la camaraderie. Et en bout de ligne, même si on a pris 2 heures pour mener l'activité, bien, on va le sauver, ça, parce qu'on va être rendu plus efficace dans nos processus. Puis, en plus, les gens vont se sentir plus interpellés à vouloir performer pour leur équipe. Donc tu sais, combien de temps ça prend? Ce qu'on peut dire, c'est autoréflexion, 1/2 heure. Ensuite, l'activité, 1 heure. Évidemment, une fois que l'activité est menée, il y a une personne qui va quand même prendre le temps de sortir l'information du tableau puis de rédiger la charte. Mais grosso modo, là, c'est important de voir ça comme un investissement. Super important. L'autre chose, ton autre question, puis je pense qu'il nous reste juste 2 minutes, là, fait que je vais essayer de faire ça vite. J'ai arrêté de partager mon écran par la même occasion. Je pense que si on fait bien ça, les 13 facteurs, là, il y en a définitivement qui vont être améliorés dans ça, mais il faut voir ça comme un processus. D'ailleurs, ce qui est le plus important dans cette activité-là, ce n'est pas la charte finale, c'est la discussion qu'on a menée ensemble, puis les différents éléments qui vont en être ressortis pendant la discussion. Alors, une fois, là, ça fait prendre une conscience collective. Oui, on le met sur papier, mais en bout de ligne, c'est les discussions, puis c'est les vraies choses qui se disent, c'est les liens qui se tissent pendant l'activité qui vont vraiment être le plus payant, plus que le document final, qui, oui, on peut se servir comme référence, puis changer, mais en bout de ligne, là, c'est le processus qui est plus important, beaucoup plus que le produit. Hey, c'est vendu. Je vais vendre ça à mon gestionnaire, c'est certain. Parfait.
Merci beaucoup. C'est une excellente présentation. Il va y avoir une dernière question pour les participants qu'on va mettre dans le chat. On ne va pas le dire la réponse. Tantôt, il va y avoir cette dernière question. Et merci beaucoup pour toi, pour tout ton engagement. Je vois que c'est un sujet qui te passionne et je vois les pourquoi de voir cette activité. C'est excellent. Merci beaucoup à tous les participants. Merci de vos questions, de vos commentaires. C'est excellent. Et je vous souhaite une excellente journée. Je pense qu'Olivier, il va nous parler. Merci, Merci Paul. beaucoup. Merci, Cynthia. Merci, Paul aussi. Puis merci à tout le monde de vous être joints à nous aujourd'hui. Les ressources seront disponibles sur notre page Wiki et l'enregistrement de la session sera disponible sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de journée tout le monde. Merci.